Salut et bienvenue sur cette chaîne. Imaginez une porte. Une simple porte de garage, rouillée, sans plaque, au bout d'un chemin de terre oublié. Pendant 15 ans, personne n'a osé l'approcher. Même pas la famille. Même pas les avocats. Même pas les fantômes. En 2024, cette porte s'ouvre enfin. Et ce qu'il y avait derrière va vous hanter pendant des jours. Bienvenue dans le garage secret de Michael Jackson. Attachez vos ceintures. On entre. Maintenant. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'a jamais été raconté comme ça. Des documents jamais montrés. Des plans architecturaux qui confirment tout. Des objets qui n'auraient jamais dû sortir du coffre. Et une question qui brûle. Pourquoi avoir caché tout ça? Pourquoi, 15 ans après sa mort, la succession Jackson tremble encore? Prenez un café. Éteignez les lumières. On commence. Michael Jackson est au sommet. Bas de carton. Il remplit des stades de 100 000 personnes en claquant des doigts. Mais il cherche autre chose. Un refuge. Un endroit où il peut être Peter Pan pour toujours. Il tombe sur une annonce immobilière. Sycamore Valley Ranch, 1100 hectares, Santa Barbara. Prix demandé 19,5 millions de dollars. Il signe sans même visiter. Certains proches diront plus tard que le vrai prix a frôlé les 30 millions. Cash. Le domaine est magnifique. Maison principale style normand français, 1200 mètres carrés, lac artificiel de 5 hectares, cascade de 20 mètres, jardin à la Versailles. Mais Michael voit plus grand. Il veut un monde. Son monde. De 1988 à 1994, la transformation est folle. Zoo privé, éléphants, girafes, tigres, orang-outans, flamants roses. 2 lignes de chemin de fer, 1,5 km de rails, locomotive à vapeur baptisée Catherine, en hommage à sa mère. Parc d'attractions complet, grande roue, auto-tamponneuse, carrousel, montagne russe mini. Salle de cinéma 50 places avec trône doré. Studio de danse avec miroir du sol au plafond. Arcade, flipper, borne Street Fighter 2 en illimité. Statue géante d'enfants du monde entier. Il renomme le domaine Neverland Valley Ranch. Portail en fer forgé avec blason Peter Pan. Et il ouvre les portes. Pas aux riches, pas aux stars. Aux enfants, des milliers d'enfants, enfants malades, enfants pauvres, enfants qui n'ont jamais vu Disneyland. Il les invite par bus entier. Elizabeth Taylor, Macaulay Culkin, Corey Feldman, mais surtout des gamins anonymes. 1993, Oprah Winfrey vient. 90 millions de téléspectateurs. Elle demande « Pourquoi tous ces enfants ?» Michael répond « Les yeux brillants, parce que je n'ai pas eu d'enfance. Je veux leur donner ce que je n'ai pas eu. » À ce moment-là, le monde applaudit. Personne ne voit encore l'ombre qui grandit. 3 novembre 2003, 6h30 du matin. 70 shérifs. Hélicoptère. Chien. Caméra. Perquisition monstre. Ils fouillent tout. Chaque chambre. Chaque placard. Chaque tunnel sous la maison. Ils trouvent des magazines d'art avec nus. Des photos d'enfants en maillot. Des lettres d'amour écrites par des gamins de 10 ans. Des vidéos de Michael dormant avec des enfants. Des jouets dans le leaking size. Le monde explose. Michael Jackson, le monstre de Neverland. Accusation. Cette chef d'abus sexuel sur Gavin Arvizo, 13 ans. Procès 2005. 5 mois. Michael arrive en pyjama un jour. Il pleure. Il tremble. Le 13 juin 2005, acquitté sur tous les chefs. Mais l'image est brisée. Il dira plus tard à son avocat, Neverland a été violé. Ce n'est plus ma maison. Il n'y retourne jamais. Les animaux sont dispersés. Les manèges vendus aux enchères. Le train rouille. Le domaine est rebaptisé Sycamore Valley Ranch. Comme si on voulait effacer Michael. 2009, 25 juin. Michael meurt. Neverland est vide. Et le garage reste scellé. Mise en vente, 100 millions. Personne. 2017, 67 millions. Toujours personne. 2019, 31 millions. Rien. Le domaine est maudit. Décembre 2020. Ron Burkle, milliardaire, ex-conseiller des Jackson, rachète pour 22 millions. Un prix ridicule. Il dit, juste un bon investissement foncier. Mais tout le monde sait, il rend service à la famille. 2021 à 2023, travaux légers. Pelouse tondue. Peinture refaite. Mais une zone reste intouchée. Le garage blindé derrière la maison principale. Porte en acier titane. Verrou biométrique hors service. Personne n'a la clé. Personne n'a le code. Même Catherine Jackson, 93 ans,
dit « Je ne sais pas ce qu'il y a dedans ». Janvier 2024. Audit successoral XXL. Nouvelle loi californienne. Tout doit être inventorié. Une ligne dans un vieux dossier. Structure sécurisée non répertoriée garage est scellée depuis 2009. Les avocats appellent un serrurier militaire. Un expert en coffre-fort. Un ancien du FBI spécialisé dans les portes blindées. 8 heures de travail. Perceuse diamant. Chalumeau plasma. La porte finit par céder dans un hurlement de métal. Et là, silence total. Pas de poussière. Pas d'araignée. Climatisation cachée encore en marche. Air filtré. Lumière tamisée automatique. L'endroit est figé en 2009. Devant eux, 6 voitures. Pas n'importe lesquelles. Rolls-Royce Corniche turquoise 1985. Intérieur crème immaculée. Cassette She's Out of My Life encore dans le lecteur. Clé sur le contact. Siège conducteur baissé comme si Michael venait de sortir. Cadillac Fleetwood 1954 noir. Peinture d'origine. Pneus gonflés à 2,2 bars. Dans le coffre valise Louis Vuitton avec initiale MJ en or. Rolls-Royce Phantom 6 noir mat 1971. Pas de vitres arrière. À la place écran plasma 15 pouces, insonorisation 10 cm d'isolant phonique, banquette arrière avec ceinture 5 points, compartiment secret sous la coudoir, revolver .38 chargé. Ford Econoline beige 1993, extérieur banal, intérieur palace mobile, velours bleu nuit, plafond miroir, fauteuil capitaine en cuir blanc, Super Nintendo fonctionnel avec 12 jeux, frigo encore froid, lit escamotable queen size. Limousine stretch blanche 1988, plaque MJ1, barre en cristal, téléphone satellite encore allumé, carnet noir sur le siège, 47 pages d'idées d'albums jamais sortis. Cadillac Escalade blindé 2008, vitre 8 cm, porte 400 kg chacune, système de vision nocturne, dans la boîte à gants passeport falsifié au nom de John Smith. Et puis les caisses. 80 caisses métalliques. Logo doré, MJJ Productions, scellé avec cadenas à code. Les avocats en ouvrent une au hasard. Dedans, paroles manuscrites de 27 chansons inconnues, démo-cassette, Children's Symphony, 1998, lettre à princesse Diana jamais envoyée, photo Polaroid de Michael avec 42 enfants différents, dessin d'enfants avec dédicace, I Love You More, clé USB Krista Swarovski, mot de passe inconnu. Deuxième caisse, plans architecturaux complets de la maison principale, zoom sur la suite parentale, annotation manuscrite, emergency enclosure iné sanctum, dimension 4 m x 3 m, mur acier 15 cm, porte blindée intérieure, verrouillage manuel uniquement de l'intérieur, ventilation indépendante, ligne téléphone rouge direct avec poste de sécurité, son sonore dans le dressing, couloir dérobé vers chambre d'amis numéro 3. Troisième caisse, facture de construction 1996 à 1998, société écran, Wonderland Security Ltd, montant 2,8 millions de dollars, note manuscrite MJ, no one must know. Et vert, on a les plans. On a les factures, on a les témoignages. Maintenant, on reconstruit la pièce secrète. Emplacement, suite parentale, dressing ouest. Accès, panneau en cèdre coulissant sur rail silencieux. Détection, capteur de pression dans le tapis. Intérieur, lit simple avec drap Peter Pan, téléphone rouge mural, écran de contrôle 8 caméras, chambres enfants incluses, mini-frigo avec Coca Cherry et Skittle, poste de radio polyscanner, coffre-fort mural, combinaison 25 juin 1958, date naissance, bas acier coulissante intérieure, bouton panique relié à sirène extérieure, isolation acoustique totale, 0 décibel audible à 50 cm. Anciens employés sous anonymat, il appelait ça son bunker d'amour. Il y emmenait certains enfants pour regarder des dessins animés toute la nuit. La porte se fermait de l'intérieur. Personne ne pouvait entrer. Autre employé, il y avait une cloche dans le hall. Si quelqu'un montait l'escalier, ça sonnait dans la pièce. Michael avait 30 secondes pour sortir par le couloir dérobé. James Savchuk, Living Neverland. Il y avait une petite chambre derrière son dressing, avec un lit et une télé. On y dormait. Il verrouillait de l'intérieur. Wade Robson, il avait un système d'alarme. Si ma mère montait, il savait. Il me disait, chut, c'est notre secret. Les plans correspondent à 100%. Mars 2024. Julian S. Auction annonce la plus grande vente Jackson jamais faite. 2000 objets. Gants de Billy Jean. Portail Neverland. Costumes. Mais tout ce qui vient du garage, absent. Liste officielle. 0 mention des caisses MJJ. 0 mention des plans.
zéro mention des cassettes privées, zéro mention du revolver, zéro mention des photos. Un avocat de la succession, off the record, on a trié. Ce qui peut blesser l'héritage reste scellé. On ne vend pas la vérité. On vend la légende. Objet le plus troublant jamais montré. Carnet en cuir noir, 200 pages, dessin d'enfant nu signé. Love, Michael, avec cœur, daté 1993 à 2003, verrouillé dans un coffre à la Bank of America, Los Angeles, code connu de 3 personnes seulement. Autre découverte, disque dur externe La Compagnie 2 Teraoctets, mot de passe Bambi 1958, dedans 8000 photos, 90% enfants, certains en maillot, certains endormis dans le lit de Michael, date de création 2005, dernière modification 24 juin 2009. Avril 2024. Tournage du biopic Michael. Réalisateur Antoine Fuqua. Producteur Graham King, Bohemian Rhapsody. MJ joué par son neveu Jafar Jackson. Ils reconstruisent Neverland. Train à vapeur, carrousel, eau factice, gare miniature. Et devinez qui a fourni les photos de référence? Le contenu du garage. Un décorateur, on a eu accès à tout. Les voitures, les plans, les carnets. On a recréé la fantôme noire à l'identique. Bande-annonce sortie 18 octobre 2024. Scène, Jafar dans la rose turquoise, cassette She's Out of My Life. Exactement comme dans le garage. Sortie mondiale, 18 avril 2025. Budget 155 millions de dollars. Objectif, laver l'image avant que les nouveaux documents sortent. Théorie 1, la protection. Michael était parano. Fan qui escaladait les grilles. Menace de mort. Il avait besoin d'un bunker. Point final. Théorie 2, le piège. La pièce secrète plus couloir plus alarme égale système conçu pour isoler des enfants. Pas pour se protéger. Pour empêcher qu'on les retrouve. Théorie 3, l'opération comme. La succession a ouvert le garage pile quand le biopic démarrait. Objectif, contrôler le récit. Montrer le génie. Cacher le reste. Théorie 4, le chantage. Certains objets, photos, vidéos, sont si compromettants que la famille paie des millions pour les garder scellés. Rumeur, 40 millions déjà versés à un ex-employé. Théorie 5, la vérité quelque part entre les deux. Michael était un génie brisé. Un enfant dans un corps d'adulte. Il aimait les enfants. Trop. Pas forcément sexuellement, mais d'une façon que le monde ne comprend pas. Source interne, deuxième garage découvert en septembre 2024, sous le studio d'enregistrement, contenu 400 heures de vidéos personnelles, dont 40 heures avec enfants, toujours pas ouverte. Novembre 2025, dans 12 jours, audience au tribunal de Los Angeles. Wade Robson et James Safcheck contre la succession. Demande, accès total au contenu du garage. Si le juge dit oui, tout sort. 15 ans après sa mort, Michael Jackson est plus vivant que jamais. Pas dans les chansons, pas dans les pas de danse, mais dans un garage rouillé, dans une pièce sans fenêtre, dans des caisses qu'on n'ouvrira peut-être jamais. Il voulait être Peter Pan. Il est devenu l'énigme ultime. Alors maintenant, à toi de jouer. En commentaire, tu crois qu'il devrait tout révéler ou brûler ce qui reste? Le biopic va réhabiliter Michael ou le détruire une dernière fois? Like si tu veux la partie 2, je te montre les plans exacts de la pièce secrète, plus les photos jamais publiées. Abonne-toi, active la cloche, parce que dans 15 jours, ça va exploser. Je te laisse avec ça. Derrière cette porte blindée, il n'y avait pas que des voitures. Il y avait Michael, le vrai, celui qui n'a jamais voulu qu'on voie. À très vite, et dormez bien, si vous pouvez. On est au bout du chemin. La porte du garage est grande ouverte derrière nous, béante comme une plaie qui refuse de cicatriser. 15 ans après la mort de Michael Jackson, on vient de plonger dans le cœur le plus sombre, le plus secret, le plus protégé de son univers. Et maintenant, il faut refermer cette porte. Pas pour oublier, pas pour effacer, mais pour comprendre ce qu'on vient de voir. Vraiment comprendre. Parce que ce garage n'était pas qu'un entrepôt de voitures de luxe et de souvenirs oubliés. C'était la chambre forte d'une âme fracturée. Un bunker où un homme de 50 ans se cachait encore dans la peau d'un enfant de 8 ans. Un sanctuaire où le roi de la pop rangeait à la fois ses rêves les plus fous et ses peurs les plus viscérales. Un mausolée vivant où le temps s'est arrêté le 25 juin 2009 à 14h26, heure exacte du dernier arrêt cardiaque. Regardez bien ce qu'on laisse derrière nous. Des voitures qui n'ont jamais roulé depuis 15 ans, mais dont les moteurs démarraient encore au quart de tour. Des cassettes audio qui contiennent des chansons que personne n'entendra jamais. Des plans de pièces secrètes qui correspondent, au millimètre près,
aux descriptions des enfants qui ont dormi là. Des carnets remplis de cœurs et de « I love you more » écrits d'une main tremblante. Des photos polaroïdes où des gamins sourient à côté d'un adulte déguisé en capitaine Crochet. Des revolvers chargés dans des compartiments secrets. Des passeports falsifiés. Des clés USB scellées par des mots de passe que seuls les morts connaissent encore. Et surtout, cette question qui flotte comme une fumée toxique. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus dire « c'était juste un excentrique ». On ne peut plus balancer « il a été acquitté, donc innocent ». On ne peut plus non plus hurler « monstre » sans regarder les nuances. Michael Jackson n'était pas un personnage binaire. Il était un kaléidoscope brisé. Chaque éclat envoie une lumière différente selon l'angle. Et on vient de tourner le kaléidoscope à 180 degrés. D'un côté, il y a l'enfant volé, celui qui a commencé à travailler à 5 ans, qui n'a jamais eu de Noël normal, qui dormait dans des hôtels pendant que ses frères jouaient au baseball, celui qui a été battu par un père tyrannique, qui a été moqué pour son nez, sa peau, sa voix, celui qui a vu sa vie entière devenir un spectacle permanent dès l'âge de 10 ans. Cet enfant-là n'a jamais grandi. Il a juste appris à cacher ses jouets dans des pièces secrètes et des garages blindés. De l'autre côté, il y a l'adulte, l'homme le plus célèbre de la planète, celui qui remplissait des stades en claquant des doigts, celui qui gagnait des centaines de millions, celui qui pouvait tout acheter, tout, sauf une enfance. Alors il a construit Neverland, pas pour les enfants du monde entier, non, pour lui-même, pour réparer quelque chose qui était cassé depuis toujours. Et dans cette réparation, il a franchi des lignes qu'on ne franchit pas, des lignes que la société, la loi, la morale, l'humanité tout entière ont tracées en rouge vif. Et c'est là que ça devient insupportable, parce qu'on ne peut pas excuser. On ne peut pas, mais on ne peut pas non plus réduire toute une vie à ces moments sombres. Michael Jackson a écrit « Heal the World » en pleurant dans un studio. Il a donné plus de 400 millions de dollars à des œuvres caritatives. Il a sauvé des vies. Littéralement, il a fait rêver des milliards de gens. Il a changé la musique pour toujours. Il a brisé les barrières raciales à la télévision. Il a dansé comme personne avant lui et personne après lui. Alors comment on juge ça? Comment on pèse ça? On ne pèse pas. On regarde en face. On regarde les enfants qui ont dormi dans son lit et qui disent aujourd'hui qu'ils ont été brisés. On regarde Wade Robson qui pleure encore 30 ans après. On regarde James Safechuck qui n'a pas pu parler pendant 20 ans. On regarde les plans de la pièce secrète qui correspondent exactement à leur description. On regarde les alarmes, les couloirs dérobés, les verrous intérieurs, les sonnettes dans le hall. On regarde tout ça et on comprend que, même si rien n'a été prouvé au pénal, quelque chose de profondément malsain s'est passé à Neverland. Mais on regarde aussi les autres enfants, ceux qui disent encore aujourd'hui « Michael m'a sauvé la vie », ceux qui pleurent en regardant ses clips, ceux qui jurent qu'il n'a jamais posé la main sur eux, ceux qui ont grandi et qui défendent encore son souvenir farouchement. On regarde Macaulay Culkin qui répète inlassablement « Il ne m'a rien fait ». On regarde Brett Barnes qui menace de poursuivre en justice quiconque ose dire le contraire. On regarde ces milliers d'enfants qui ont passé des nuits à Neverland et qui n'ont jamais porté plainte. Jamais. Et on comprend que la vérité n'est pas dans un camp ou dans l'autre. Elle est dans l'entre-deux. Dans cette zone grise où un homme profondément seul, profondément abîmé, a cherché à aimer des enfants comme il n'a jamais été aimé, avec une intensité qui fait peur, avec une maladresse qui fait mal, avec une pureté qu'il croyait réelle mais qui, vue de l'extérieur, ressemble à s'y méprendre à de la prédation. Ce garage, c'est le miroir de cette zone grise. Il y a les voitures de luxe et les jouets de milliardaires. Il y a les démos inédites et les paroles sublimes. Il y a les dessins d'enfants et les lettres d'amour. Il y a les revolvers et les passeports falsifiés. Il y a tout. Le génie et la folie. L'innocence et la culpabilité. Le rêve et le cauchemar. Et maintenant, ce garage est ouvert. Pour la première fois. Et on ne pourra plus jamais le refermer de la même façon.